Une semaine très certainement décisive pour le budget 2026. Les débats ont repris ce matin à l'Assemblée après une journée de pause. Les députés se penchent notamment en commission sur le projet de budget de la sécurité sociale, dont l'examen a été repoussé pour intégrer la suspension de la réforme des retraites. Ce matin sur TF1, le vice-président des Républicains, François-Xavier Bellamy, a annoncé que les députés LR allaient porter un amendement d'annulation de la suspension de la réforme des retraites pour, je cite, ne pas mettre en danger la France. Abdallah Ousmane Ahmed, jugé par la Cour d'assises spéciale de Paris à partir d'aujourd'hui. Le 4 avril 2020, 2 personnes avaient été tuées et 5 autres blessées lors d'un attentat au couteau à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Abdallah Ousmane Ahmed encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès doit se terminer le 7 novembre prochain. C'était il y a 20 ans, jour pour jour, la mort de Zied et Bouna à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Ces 2 adolescents de 17 et 15 ans ont été électrocutés dans un transformateur électrique où ils s'étaient cachés pour échapper à la police. Un drame qui avait provoqué des émeutes dans toute la France pendant plusieurs semaines. Des perturbations sur le trafic ferroviaire entre Lyon et Avignon. La SNCF signale ce matin un acte de vandalisme sur les voies, un incendie sur des câbles de signalisation. De nombreuses liaisons ont été supprimées et des retards sont à prévoir dans les prochaines heures, au moins jusqu'à demain. Donald Trump continue sa tournée en Asie. Le président américain se rend au Japon aujourd'hui avant de rencontrer jeudi son homologue chinois Xi Jinping, avec qui il souhaite trouver un compromis commercial. Le sport avec du foot d'abord et la très belle opération de Lyon hier soir en Ligue 1. L'Olympique lyonnais s'est imposé 2-1 face à Strasbourg en clôture de la 9e journée de championnat. L'OL est 4e ce matin à égalité de points avec Marseille, 3e. Et puis en rugby, les derniers joueurs arrivent aujourd'hui à Marcoussis. Le 15 de France commence son rassemblement sans Mathieu Jalibert et Romain Taoufi-Fénois qui sont blessés pour les tests de novembre. Premier match le 8 face à l'Afrique du Sud. Très belle matinée à tous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine, la dernière semaine du mois d'octobre, lundi 27 octobre. Parlons vrai et mettons-nous d'accord aujourd'hui autour d'Alexandra Spiner, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Noémie Alioua, bonjour. Bonjour à vous Noémie, journaliste, essayiste. Votre dernier livre, La terreur jusque sous nos draps, est paru chez Plon. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Mathieu Bachelon, communicant et président de bonjour, M2B Valérie. Conseil, bonjour. Et Jean-Claude Beaujour, avocat et président du Forum Transatlantique. Bonjour Valérie. Bonjour, vous allez m'expliquer ce qui Donald Trump qui a détruit la roseraie de Jackie Kennedy pour construire une salle de bal XXL. Qui doit pouvoir, dit-il, accueillir des tas de gens. Il veut faire la fête, marquer de son empreinte son passage à la Maison Blanche. Bon, on va parler de Javier Milei qui a remporté les élections législatives en Argentine, alors que tout le monde en France, à commencer par plutôt les médias de gauche, telle Libération, prévoyait une bérésina pour Javier Milei. On va parler de la popularité d'Emmanuel Macron. Macron au plus bas dans les sondages, alors que Sébastien Lecornu, lui, remonte un petit peu. Et puis le chantage du PS à la taxe Zuckman. On va évoquer tous ces sujets et bien d'autres. Et puis vous m'avez piqué mon coup de cœur, les uns et les autres, en particulier vous, Mathieu, c'était un coup de cœur pour les policiers, pour la police. Je voulais le faire ce matin parce que mais très bien. J'ai lu dans vos pensées. Deux des quatre voleurs ont été interpellés. L'un se préparait à partir pour l'Algérie, l'autre a été arrêté en Seine-Saint-Denis. Ils étaient tous les deux connus des services de police. Un petit coup de gueule avant de vous laisser faire votre coup de cœur. Alors vous allez me dire, c'est le boulot des journalistes aussi, mais le secret de l'instruction n'a pas été respecté et a mis en péril et met en péril l'enquête. Et la procureure de Paris était très très en colère. C'est un journaliste qui a déjà été condamné, un journaliste de Paris Match qui a déjà été condamné pour la même infraction, parce que oui, la presse est là pour enquêter. Néanmoins, il y a des moments où je pense qu'en tant que journaliste, on doit aussi prendre un petit peu conscience des conséquences de nos actes, de nos paroles. Alors Mathieu... Oui. Non, juste une question, Valérie. Est-ce que c'est vraiment de la faute des journalistes qui donnent l'information, ou est-ce que c'est de la faute des enquêteurs qui transmettent ces informations ? C'est à vous de savoir ce que vous pouvez dire ou pas. J'imagine que vous êtes de temps en temps dépositaire de certaines choses. Oui. Et que vous vous dites c'est peut-être pas une bonne idée de le dire. Oui, après, qu'est-ce que ça apporte ? C'est-à-dire la volonté de transmettre l'information.
En temps réel, parce que l'information, elle vient semble après, quand même finalement. moins problématique de la part des gens qui Bien donnent sûr, ces informations. Parce qu'il y a des enquêteurs qui, Bien sûr. eux, donnent ces informations ensuite aux journalistes pour que les journalistes en fait, ne sont que des passerelles. Donc ceux qui sont censés être garants de cette confidentialité, ce sont d'abord les enquêteurs. On va Oui, dire que c'est une, pardon, oui, on va dire que c'est une responsabilité Oui, partagée. Oui, partagée. Je crois que chacun peut être responsable. Moi, je suis toujours très choquée. Oui, mais moi aussi. En fait, disons qu'on a c'est à géométrie variable, parce que moi, je suis toujours très choquée que dans des affaires, Oui. par exemple, sortent dans la presse des éléments qui peuvent contribuer à laisser percevoir quelqu'un comme coupable, et à l'issue de l'enquête, tout ça n'était que mensonge. Je trouve ça terrible. C'est une responsabilité terrible de la presse et de la justice. Oui. Parfois, c'est nécessaire. Parfois, ça peut faire non, mais c'est pour avancer ça, les choses. c'est pour ça que je posais la question de dire c'est en âme et conscience. Oui. Alors le journaliste doit se dire si c'est pas moi qui le dis, ce sera un autre. Mais il me semble que dans un cas comme celui-là, où peut-être que la police n'avait pas besoin que cette information sorte pour pouvoir interpeller, puisqu'il reste deux malfrats, pour reprendre un terme un peu désuet dans la nature. Non, Jean-Claude, vous qui êtes avocat. Après, c'est un jeu aussi auquel jouent les avocats. Elle a raison. Non, mais là aussi, c'est une responsabilité partagée. C'est pas pour faire du ensemble ou en même temps, c'est pour dire que les journalistes qui ont ce type d'informations un peu sensibles ou confidentielles sont en général en rapport habituel avec Bien celui ou celle qui donne l'information. Donc il y a un jeu, une relation personnelle en général qui s'installe, ou professionnelle, en tout cas professionnelle qui s'installe, de confiance, et c'est à soi aussi de voir ce qu'on peut dire, ce qu'on refuse de dire. Moi, en tant qu'avocat, il m'arrive effectivement de dire à tel ou tel de vos confrères, non, je n'irai pas sur ce terrain-là, je ne le souhaite pas, et je dis explicitement, je ne le souhaite pas. Ça n'est pas toujours facile, et même lorsque les gens me disent oui, mais vous inquiétez pas, etc. Il faut être, parce qu'il y a ça aussi. Parfois, on dit vous inquiétez pas. Il suffit qu'une phrase soit formulée différemment. Ça n'est pas Alexandra qui nous dira, et puis tout de suite le sens en est changé. Voilà, c'est vrai que c'est une responsabilité vraiment partagée. Oui. Donc, Alors pour revenir Mathieu, au coup de oui. cœur, mis à part ce bémol qui est un vrai sujet, mais je serais plutôt pour le coup d'accord avec Noémie. La presse n'est pas. La presse est là pour informer. Les responsabilités sont plutôt dans celles et ceux qui, dans la procédure, vont faire des fuites, que ce soit enquêteurs ou avocats. Enfin, ça arrive, c'est plutôt les enquêteurs généralement. Mais c'est très souvent les enquêteurs. Ouais. Mis à part ça, juste le coup de cœur était plutôt à la fois sur la question du Louvre et aussi sur une autre affaire qui a agité l'actualité ces derniers jours, qui est l'affaire du violeur du RERC. Oui. Vous connaissez cette affaire avec une jeune femme qui a été agressée sexuellement dans le RERC au niveau de Choisy-le-Roi, et l'agresseur a été arrêté assez rapidement aussi. Alors c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans notre pays, et sans vouloir faire être un bisounours, pointer le doigt sur quelque chose qui a bien fonctionné à la fois dans ces deux affaires, le travail des enquêteurs. On sait que la police n'a pas beaucoup de moyens, qui travaille dans des conditions certaines fois un petit peu précaires. Et pour le coup, sur ces deux affaires, c'est vraiment l'abnégation, la motivation, le talent, beaucoup de choses, et le côté, l'intelligence humaine des enquêteurs qui a permis de résoudre assez rapidement ces deux affaires. Donc c'est un signe d'espoir. Et voilà, je voulais faire un petit coup de cœur aux enquêteurs de la police judiciaire et de la police des transports aussi, qui ont travaillé d'arrache-pied ces derniers jours pour retrouver l'agresseur. Et un coup de cœur à la jeune femme, à la femme qui est intervenue pour défendre la jeune brésilienne qui était agressée. Elle a été courageuse. Incroyable. Elle était hier dans un reportage du 20h de TF1. Alors elle racontait qu'elle avait l'habitude de s'occuper, elle travaillait dans des centres éducatifs, et qu'elle savait à peu près comment se comporter. Mais enfin, il faut avoir du cran pour faire ça. Mais effectivement, bravo à la police qui a travaillé. Je trouve aussi la jeune femme, commandant de police de la police scientifique, tout à fait remarquable dans ses réponses et dans la manière dont elle a raconté avec beaucoup de détails, mais tout en restant dans les limites de ce qu'elle pouvait. Voilà. Non, on ne peut que se réjouir de ça. Mais pour enchérir sur ce que vous dites, voyez, on comprend dès lors que je ne peux qu'être à l'opposé de ceux qui disent la police tue. Moi, ça me sidère quand j'entends ça. Moi, je suis fils de policier, je suis avocat, donc je défends la loi, et je sais aussi ce que c'est que le travail d'un policier.
policiers. Je sais aussi les difficultés qu'ont les policiers à faire correctement leur métier. Ils sont là pour assurer notre sécurité. Et dans 99% des cas, les gens font bien leur travail. Alors oui, une fois de plus, et je le dis souvent sur votre antenne, arrêtons de stigmatiser, de pointer le doigt sur le 1%, comme dans toutes les communautés humaines, je suis avocat, je le sais bien. Dans toutes les communautés humaines, vous avez des gens qui déraillent pour pouvoir faire des généralités. Oui. Et justement, si on veut prolonger votre pensée, il faut dire qui affirme que la police tue. En l'occurrence, nous avons un parti politique et même des députés, je pense à Louis Boyard, qui a prononcé cette phrase à l'Assemblée nationale, qui l'a prononcée dans la rue, qui l'a prononcée dans des manifestations. Donc vous avez aujourd'hui des politiques qui sont les garants de cette idéologie anti-police et qui mettent une cible sur ces policiers qui travaillent et qui font en sorte de nous protéger au quotidien. Qui mettent une cible sur les policiers et ce sont eux qui mettent aussi en péril l'état de droit, parce que quand on dit les jeunes ne respectent pas, etc., comment voulez-vous que l'on respecte lorsqu'on commence par dire que les policiers tuent ? Oui. Oui, ça entretient. Alors que les policiers sauvent la plupart du temps. Mais bien sûr. Oui. Ils sauvent, ils au protègent. péril de leur vie. Mais on voit, et c'est l'occasion peut-être d'en dire quelques mots aussi, aujourd'hui c'est l'anniversaire, entre guillemets, des 20 ans des émeutes de Clichy-sous-Bois, et je vois qu'aujourd'hui certains persistent encore, alors qu'il y a eu, ce que dit Mathieu Vallée, jugement, rejugement, re-rejugement, ils n'ont pas été assassinés par la police, et pourtant vous lisez dans Libération ce matin, moi je lis toute la presse, Le Figaro, Le Parisien, Libération, on vous dit encore une fois ils étaient innocents et ils sont morts à cause de la police. Donc il y a ce paradoxe aussi. Vous voyez, c'est intéressant. On part de à cause d'eux. Parce qu'on peut imaginer, il y a malheureusement dans la vie des accidents ils ont été assassinés. Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est très vite on passe sous silence le fait que ça n'est pas du tout la même chose. Quand on assassine, il y a une dimension intentionnelle dans l'assassinat. On part en se disant je vais tuer 2 jeunes. Et j'ai presque envie de vous dire, c'est dramatique ce type de situation. Mais arrêtons de dire que la police serait représentative de ce qui s'est passé lors de cet événement-là, aussi dramatique soit-il. Évidemment, on ne souhaite à personne la même chose. Mais c'est aussi... Je termine. Mais juste pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est encore l'idéologie anti-police qui persiste à encore accuser les policiers à ne pas vouloir voir le réel, à ne pas vouloir accepter les décisions de justice, et qui persiste ensuite à dire que c'est de nouveau la police qui est responsable de ça. Mais il faut bien se souvenir de ce qui s'est passé en 2005. Ça a été l'insurrection des banlieues. On a compris pour la première fois que les banlieues elles-mêmes pouvaient être une force, un contre-pouvoir, et semer la zizanie et la terreur dans la France entière. Souvenez-vous, il y avait eu à l'époque, c'était le ministre de l'Intérieur qui avait décidé de mettre la France... de mettre un couvre-feu en place. Donc c'est la question des banlieues qui a ressurgi et qui a ressurgi d'une façon extrêmement violente. On va en reparler et appelez-nous si vous voulez réagir sur ces sujets, peut-être sur l'arrestation donc de 2 des malfaiteurs qui ont volé présumés malfaiteurs qui auraient volé les bijoux de la couronne au Louvre, et puis si quelqu'un sait où ils sont, il peut nous appeler absolument. On leur donnera un mug Sud Radio. Et puis les 20 ans des émeutes de Clichy-sous-Bois, qu'est-ce qui a changé depuis? Selon Dominique de Villepin, les mêmes fractures subsistent. C'est sûr que de l'avenue Foch, ça subsiste. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. On va parler également de Brigitte Macron et de ce procès qui s'ouvre, procès en diffamation pour avoir affirmé qu'elle était un homme. On vous attend 0826 300 300 et nous parlons, hommage à la police ce matin. Effectivement, ça tombe le jour où on commémore d'une certaine manière ces émeutes qui ont eu lieu il y a 20 ans, la mort de Zieb et Bouna, et Dominique de Villepin qui dit que les mêmes fractures demeurent 20 ans après. Donc il dit: j'essaie de comprendre ce qui génère de telles fractures et conduit à de tels drames, et je me rends compte avec une grande inquiétude que nous persévérons toujours dans le déni et l'abandon. Voilà. Donc Alexandra Spinner, vous vouliez réagir? Juste sur la police, il faut peut-être aussi rappeler que nos policiers ont beaucoup de sang-froid. Oui. Parce que ça, on oublie de le dire quand on voit ce qui se passe aux États-Unis. Encore aujourd'hui, je crois que c'est important de le dire. Sur l'affaire Zieb et Bouna, je dirais que rien n'a changé depuis, puisque
rien n'a changé dans Est-ce que ça s'est aggravé territoriale, ça s'est évidemment aggravé, enflammé par des politiques irresponsables des LFI. Et regardez l'affaire Naël, rien n'a changé au fond. Ouais. Parce que moi, je vois tous ces hommages fleurir sur les réseaux sociaux sur ces deux jeunes. C'est toujours tragique quand deux jeunes gens meurent. Je veux dire, on peut pas dire le contraire. Mais regardez combien de fois est mentionné le fait qu'ils fuyaient pour échapper à la police. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'injurieux quand on dit que tout simplement, quand on est arrêté par la police, on s'arrête et à ce moment-là, on risque rien du tout. Enfin, je veux dire, c'est les choses les plus élémentaires et les plus simples ne sont même plus énoncées. Alors on vous explique donc dans cette tribune dans Libération qu'ils ont fui parce qu'une fois de plus ils étaient contrôlés, une fois de plus ils étaient stigmatisés, une fois de plus. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre, Valérie. Et là-dessus, je veux dire, c'est pas les gens des LFI, c'est pas Monsieur Boyard ou Monsieur Mélenchon qui me feront la leçon. Je sais ce que c'est que d'être contrôlé. Je sais ce que c'est que d'avoir le sentiment qu'on est contrôlé au faciès. Oui. Pour autant, je sais aussi que la pire des choses, c'est de se mettre en situation illicite. Et ce que je dis à un certain nombre de jeunes, bien sûr que vous pouvez être victime d'une injustice, d'une discrimination, d'un comportement de contrôle au faciès, etc. Mais il y a des sanctions qui sont prévues, il y a des enquêtes qui sont prévues, et le mieux que vous ayez à faire, c'est précisément faire en sorte que les brebis galeuses, parce que globalement la police fait bien son boulot, que les brebis galeuses soient effectivement sanctionnées. Mais ne vous mettez pas en situation illégale. Voilà, et je peux vous dire que ça ne me pose pas plus de problème. Moi, aussi bien en France qu'aux États-Unis, il y a des règles. Ne pas fuir. Pourquoi ? Parce que vous mettez en situation illégale. Aux États-Unis, il y a quand même un risque très on n'a pas envie de fuir aux États-Unis. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas fuir. Il y a des règles qui sont prévues. Et c'est là où il faut éventuellement assister, accompagner les jeunes qui sont victimes de ce type de situation. Aux États-Unis, il faut quand même rappeler que dans les familles noires, vous avez quand même, de tous les milieux sociaux, on apprend aux petits comment se comporter quand on est arrêté par la police. C'est quand même, on est quand même dans un racisme. Non mais c'est bien ce que je vous dis. C'est bien ce que je vous dis. Qui est hérité d'une histoire, qui est hérité de colonialisme, qui est hérité d'esclavage, qui est hérité d'une histoire qui n'est pas l'histoire française. C'est bien pour cette raison que je vous dis, la fuite, essayez justement plutôt que de faire un papier en disant une fois de plus, etc. C'eût été mieux de mettre en lumière et d'expliquer, d'éduquer comment prévenir, parce qu'une fois qu'on a dit c'est la police une fois de plus, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça va changer ? Alors juste pour pondérer peut-être un petit peu les propos qui ont été tenus ici. Non, pas du tout. Mais en fait, je pense qu'on a une situation de la police d'aujourd'hui qui est une police, on ne peut pas le nier, qui est assez diverse, même y compris au sein de ses effectifs. Ça me fait toujours rire quand il y a, par exemple, la rédaction de Libération qui va dire que la police est raciste et qu'on voit des photos de la rédaction de Libé qui est quand même beaucoup moins diverse que n'importe quel commissariat de quartier partout en France. Alors diverse en termes d'origine ethno-raciale, c'est ce que vous voulez dire. Je peux faire ça. Même en termes de... Oui, voilà. Ceci dit, puisque Noémie faisait un parallèle avec les États-Unis en disant que c'est le fruit de l'histoire, il y a aussi, on peut pas le nier quand même, en France, il y a quelques années, c'est plus le cas aujourd'hui, il y a eu des actes d'une police qui a été violente, y compris avec les minorités. Moi, je pense, par exemple, à ce qui s'est passé avec les militants algériens à Paris en 1961, que ce soit les militants algériens qui ont été jetés dans la Seine, il y a eu l'affaire du métro Charonne, et on sait aussi qu'il y a eu, c'était les revendications des militants de la Marche des Beurs au début des années 80. Il y avait un racisme qui existait dans la société, y compris au sein de la police. Parce qu'il a disparu dans la société. Ceci a pu jouer dans l'inconscient collectif et a pu jouer aussi sur des générations. Je dis pas que ça existe. Je m'énerve vraiment pour le coup en disant que je suis intimement persuadé que la police du début des années 80 n'est bien évidemment pas la police qui existe aujourd'hui 45 ans plus tard. Mais je pense que dans l'inconscient collectif, cela peut expliquer le fait qu'à un moment, une partie de nos concitoyens, qu'on va appeler les minorités, mais si je déteste ce terme parce que je trouve qu'il est anti-républicain, a pu avoir cette aversion et cette crainte vis-à-vis de la police, sans arriver au niveau des États-Unis. Pardonnez-moi, mon sujet n'est plus sûr. Mais mon sujet, c'est véritablement une fois qu'on a constaté l'histoire avec toutes les interprétations, comment est-ce qu'on éduque, comment est-ce qu'on prépare, comment est-ce qu'on réagit. Moi, c'est ça mon sujet.
vous avez pardon Noémie, vous allez y arriver. allez-y. Mais ce matin, je voyais sur les réseaux, effectivement, un homme cagoulé qui se filmait en train de défier la police et de faire un refus d'obtempérer. Donc il y a aussi une défiance Bien sûr, totale il y a une vis-à-vis perte des d'autorité. policiers. En fait, c'est ça. Noémie. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a changé d'époque. Aujourd'hui, le problème, c'est pas l'autorité, c'est le manque d'autorité. Aujourd'hui, si je peux me permettre, le problème, c'est pas le racisme, c'est l'antiracisme devenu fou. Aujourd'hui, si vous voulez détruire quelqu'un, vous dites qu'il est raciste, antisémite, etc., etc., etc. Vous l'insultez de tous les noms. Aujourd'hui, c'est une façon de détruire des carrières. C'est-à-dire que c'est l'antiracisme qui est devenu une sorte d'emblème totalitaire qui se permet ensuite de détruire des carrières, de détruire des gens, etc. Le racisme est devenu, il faut le dire, en France, un épiphénomène. Les Français ne sont plus plus racistes dans leur grande majorité. Mais regardez les chiffres, c'est la vérité. Nous vivons une autre époque. Aujourd'hui, ce sont les antiracistes qui sont les gens les plus virulents, les plus totalitaires. Et ceux qui s'appellent comme ça, ils se servent de l'antiracisme pour être les plus violents aujourd'hui dans le débat public, notamment. Oui. Oui, Pardon, Mathieu. vous avez aussi des élus Alexandra qui s'achètent une clientèle en attisant le pire. Bien sûr. Parce qu'on parlait d'LFI. Mathieu Bachelot. LFI est loin d'être ma tasse de thé, mais la responsabilité n'est pas que LFI. Là, je connais des dizaines et des dizaines de municipalités de toute tendance, pas que LFI, loin de là, qui ont joué avec le feu pendant des années, qui continuent d'ailleurs, en achetant ce que disait Alexandra, la paix sociale, et en du coup faisant du clientélisme, en montant des assauts bidons pour permettre à en achetant plus ou moins des voix de manière déguisée, et en du coup permettant et en laissant des populations et de manière très condescendante, et en les laissant dans un contexte et en alimentant ce discours anti-État, anti-élite, et du coup, mais vraiment pour le coup, on en connaît tous ici autour de cette table, des municipalités qui ont une grande part de responsabilité là-dedans. Et d'ailleurs, c'est aussi terrible parce que c'est une façon d'éviter le vrai débat, le vrai mal qui ronge la société, qui, de mon point de vue, est le racisme social. Voilà. Absolument. C'est le racisme qui ronge notre société, c'est celui qui nous empêche d'évoluer, c'est celui qui bloque l'ascenseur social. On le voit partout, à l'école notamment, et ce débat de l'anti-racisme qui nous obsède, qui devient une espèce d'obsession nationale, eh bien finalement, c'est un leurre. Oui, absolument. Il faut rappeler qu'il y a 100 milliards qui ont été injectés depuis 20 ans dans les cités. Oui, c'est-à-dire qu'on pense qu'on va régler les problèmes identitaires par des problèmes économiques. C'est exactement aussi ce que vous disiez. Vous avez beau déverser tout l'argent que vous voulez avec des plans banlieues qui n'en finissent plus avec des milliards, ça ne règle pas le problème. À partir du moment où il y a des élus, et vous avez raison de le pointer, des élus qui font le jeu du communautarisme, qui font le jeu de cette partition du territoire, qui font par le biais de financement à des associations qui seraient censées être culturelles, qui sont en fait des associations culturelles. Vous financez pour être élus des voix et vous faites en sorte aussi que les gens ne sortent pas de leur pression identitaire pour rentrer dans la nation. Oui, je pense que lorsque vous parlez d'un certain nombre de papiers, moi je ne vise pas les tel ou tel, mais ça ne fait que renforcer au fond. Quel message on envoie aux jeunes? On leur dit, vous avez tout à fait raison de vous révolter, continuez à vous révolter, continuez. Et en fait, ça alimente une forme d'apartheid social. Je ne parle pas d'intégration, attention, je dis bien que socialement, psychologiquement, on dit aux jeunes, comme de toutes les façons le système est contre vous, continuez à vous révolter, continuez à aller dans ce sens-là, continuez à fuir, et non, si vous fuyez, les choses n'iront pas mieux. Donc c'est déjà la première chose. Vous risquez, ça sera plus dramatique, c'est plus dramatique. Le jeune Naël, s'il s'était arrêté, même s'il avait considéré que c'était en tout cas une interpellation arbitraire, qu'est-ce que ça lui aurait coûté? Un retrait de permis ou quelques centaines ou milliers d'euros d'amende? Bien, il n'y a pas mort d'homme dans ces cas-là. Sauf qu'il s'est retrouvé, et quel que soit ce que dira, je ne sais plus où en est l'enquête de police, est-ce que l'instruction est terminée, mais ce gamin est mort parce que on ne lui a pas dit à un moment donné, même si tu trouves qu'une arrestation est injuste, ne te mets pas en situation encore plus illicite. Ça, c'est une réalité factuelle et personne ne peut me contester cela.
On va peut-être se retrouver dans un instant, parler de ce procès. 11 personnes qui comparaissent pour diffamation, pour avoir répandu cette rumeur selon laquelle Brigitte Macron serait un homme. On va en parler avec vous, Alexandra Spinner, 0826 300 300. Cette affaire qui est absolument ahurissante mérite qu'on s'y intéresse. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Les Chevaliers du Fiel. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. Cyberharcèlement de Brigitte Macron, 10 personnes jugées à Paris. Alexandra Spinner, c'était votre coup de gueule ou coup de cœur coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est donc le procès de 10 personnes qui comparaissent devant le tribunal de Paris pour des faits de cyberharcèlement qui visent la première dame de France. Nous sommes passés de l'ère de la calomnie artisanale qui tue aussi sûrement que le poison, disait Beaumarchais, à celui d'une secte numérique. Vous avez un groupe qui a lancé une rumeur absolument abjecte et qui, par le pouvoir d'amplification des réseaux sociaux, a réussi à installer durablement une calomnie. Alors, on reconnaît bien les méthodes des groupuscules et extrémistes, s'en prendre à une personne, infuser l'idée d'un complot gigantesque créé par une prétendue caste de puissants qui mentirait au grand public. Et le but, c'est donc d'instiller dans la tête du grand public que si on leur ment là-dessus, alors on leur ment sur tout, que tout n'est que mensonge. Alors c'est une forme de conditionnement pour raconter n'importe quoi. Je crois vraiment que le combat de Brigitte Macron, qui est à saluer, dépasse aujourd'hui celui de sa propre dignité. Il porte sur la capacité de protéger le débat public. Vous avez quand même une femme qui est livrée là. C'est terrifiant, je veux dire, pour sa famille, pour ses enfants, parce que c'est quelque chose qui remet en cause sa filiation, l'histoire de sa famille, c'est terrible. Et puis, vous savez, quand on puise dans l'histoire française, il y a toujours ce mal français qui est de s'en prendre aux femmes des monarques. Oui, souvenez-vous, Marie-Antoinette. Et donc, c'est totalement répugnant. Aussi, il y a cette incapacité à se battre contre la rumeur, parce que comment faire ? Elle est reprise. Puis alors, dans le ventilateur à merde, il y a différentes vitesses. Il y a effectivement ces espèces de dingues qui comparaissent aujourd'hui, mais vous avez aussi dans les dîners parisiens ceux qui distillent cette rumeur de façon pernicieuse. Vous avez toutes sortes de. Vous avez aussi, je ne sais pas si vous en souvenez, cet été dans Libération, une tribune absolument ignoble qui faisait à l'épouse du président de la République un procès en transphobie parce qu'elle se défendait de cette rumeur qui dit d'elle qu'elle est un homme. C'est juste intolérable. Mais je crois que le second procès qu'elle a perdu, puisqu'elle en a gagné un et en appel elle a perdu, j'ai posé la question à un avocat qui m'a dit mais dire de quelqu'un qu'il est un homme n'est pas considéré comme de la diffamation. Ne peut ne pas être considérée comme de la diffamation. Oui, parce que mais c'est vrai que la diffamation, c'est le fait de tenir un propos que l'on sait vrai en public. Donc, vous voyez, il y a les deux critères. On est en matière pénale, donc application stricte de la loi. Tenir un propos que l'on sait. Que l'on sait faux, pardonnez-moi. Oui, c'est ça, je comprenais. C'est tenir un propos que l'on sait faux sur la place publique. Je crois, je ne me souviens plus, je crois de mémoire, il y a la notion d'intention. Donc vous voyez, si vous n'avez pas tous ces critères réunis, c'est extrêmement compliqué. La diffamation est l'une des infractions les plus difficiles à faire sanctionner, parce que le juge va vous dire, si vous dites, mais moi je croyais très bien qu'elle était, parce que si on regarde, parce que j'ai écouté en préparant votre émission, j'ai écouté ce que dit cette dame qui est médium et qui dit, on voit bien, c'est la période de transformation, elle est médium, donc elle peut très bien dire, mais je sais pas ce que ça donnera au tribunal, qu'elle croyait effectivement ce qu'elle disait, etc., qu'elle la connaît pas personnellement, mais qu'on voit bien son physique. J'imagine, mais ce genre d'absurdité. Et c'est terrible parce que la rumeur, elle est planétaire. Je sais pas. C'est-à-dire que quand la femme du président de la République française va à l'étranger, on lui parle de ça. C'est pour ça qu'ils ont décidé que la rumeur
corrompt ceux qui la colportent. Bien sûr. Il faut vraiment... vous savez, c'est pas la peine de parler de harcèlement scolaire si on instaure finalement dans le débat public de harceler l'épouse du président de la République. Je trouve ça vraiment terrible. C'est terrible, parce que pendant un moment, visiblement, ils n'ont pas voulu réagir, d'ignorer, puis elle s'est rendue compte qu'à chaque fois, il y avait un malaise quand elle allait en déplacement à l'étranger, et qu'à un moment ou à un autre, la discussion venait sur ce sujet. Mais il y a eu Michelle Obama, qui a été victime de la même rumeur, et Hillary Clinton aussi, qui a été... À mon avis, il y a plusieurs types de protagonistes dans cette affaire. Mathieu Bachelot. Il y a effectivement quelques tarés, on peut dire, un profil de personne un peu, sans faire le psychologue de comptoir, mais avec des failles, à mon avis, psychologiques, et puis un côté un petit peu en rupture de banc. Ça, c'est la vitesse 10 du ventilateur à merde. C'est très imagé et assez parlant. Oui, mais c'est clair. Mais ça, c'est effectivement la première vitesse ou la première marche de la rumeur. Mais pour que ce soit repris à ce point, il n'y a pas que des cinglés dans cette histoire. Non, il y a un publicitaire qui tweetait sous le nom de Zoé Sagan. Il y a ça, il y a les gens qui sont là pour soit parce qu'ils sont dans une stratégie politique, quelle qu'elle soit, ou une stratégie de déstabilisation. Donc tout est bon pour déstabiliser, y compris à remuer la merde, c'est ça. Et il y a une deuxième chose, à mon avis, qui dit quelque chose de notre époque et qui est assez inquiétant, c'est que des personnes qui peuvent paraître sensées, avec qui on peut avoir une conversation totalement normale sur plusieurs sujets, vont basculer un moment dans ce qu'on peut appeler le complotisme ou quelque chose, une sorte de faille, qui est une sorte de faille de l'esprit, à mon avis, une sorte de faillite de l'intellect, qui en dit long sur le fait que ces personnes ont tellement, je pense, une haine pour ce qu'on va appeler les élites, une haine pour l'autorité, une haine pour les classes, les classes intermédiaires, je sais pas, les relais d'opinion, ce genre de choses, qu'ils sont prêts à colporter n'importe quoi déjà pour salir ceci, et pour rentrer dans la phase que vous disiez, c'est on nous cache tout. Donc nous, on est plus intelligents que ça. Et donc, nous, on est une sorte de petite élite. On a réussi à percer à jour ce grand complot dans lequel on nous maintient. Donc, il y a une auto-valorisation en se disant, nous, on est quand même au-delà du troupeau, du bétail. On a eu ça pendant le Covid, vous vous souvenez. C'est le moment où il y a eu quand même eu une explosion des théories complotistes avec des personnes qui se pensaient être des sachants. Et deuxièmement, je pense que cette haine des élites, qui est porté aussi par des discours populistes. On va parler de Milei tout à l'heure, on peut parler de Trump. Enfin, il y a quand même un bruit de fond là-dessus. Et ce côté post-vérité qui, à mon avis, renforce ça. Et tout cette marmite ou ce ventilateur à merde est en place, du coup, avec plein d'ingrédients et plein de protagonistes pour arriver à ce type de rumeurs à la base complètement délirantes, mais qui prennent des proportions hallucinantes. Il faut bien comprendre aussi que cette secte numérique, elle fait partie d'un courant qui veut déstabiliser notre démocratie, vous le disiez bien, pour installer une espèce d'idéologie radicale. Certaines fois avec des ingérences étrangères d'ailleurs aussi. C'est ce qui a été dit. Mais là, ils peuvent jouer, ils peuvent continuer à jouer un rôle là-dessus. Il faut soutenir vraiment le combat de Brigitte Macron parce qu'il va au-delà de ses propres droits. C'est vraiment, j'y crois profondément, c'est celui de notre liberté à tous, parce qu'il y a eu effectivement et de notre idéal démocratique. Parce qu'il y a eu effectivement ça a commencé très doucement et puis après ça a été des millions. Et des millions de tweets et de vues. Et il y a un procès aux États-Unis aussi qui est en cours. Oui, il y a l'influenceuse Candace Owens qui elle, était rentrée d'ailleurs déjà souvent. En fait, il y a des mouvements, vous regardez ceux qui sont dans les délires complotistes, étaient déjà dans les délires complotistes au moment du Covid. Plusieurs choses. Sur ce que vous disiez, monsieur, je suis d'accord avec vous sur cette idée qu'au fond, n'importe qui peut propager ces idées-là, et même des gens auxquels on ne s'attendrait pas. Moi, je vais vous dire, je me suis retrouvée à plusieurs dîners avec des gens tout à fait corrects, et j'étais effarée de voir que ils y croyaient, ou en tout cas ils se posaient la question, ils disaient mais peut-être que c'est vrai, peut-être que Brigitte Macron est un homme. Et vraiment je vous jure, comment est-ce que... Et là j'en arrive à une question que je vous pose, qui me paraît être une question métaphysique et impossible. Comment vous répondez à ça? Est-ce que vous faites un procès pour diffamation, mais là on en arrive, vous savez, finalement ça devient encore plus mondial. Vous êtes obligé de vous défendre, et dans ce cas-là, quelque part, vous donnez du carburant aussi
à vous contradicteur, parce que vous rentrez dans l'arène, ou alors... Moi, je crois qu'il faut rentrer dans l'arène. C'est une vraie question. Ou alors, vous n'entrez pas dans l'arène et vous faites comme si ça n'avait pas lieu. Mais c'est difficile quand on est l'épouse du président de la République de faire comme ça. Mais là, du coup, elle entre dans un conflit judiciaire qui n'aura pas de fin, et en plus, dont elle n'est même pas certaine d'arriver à bout, parce qu'en plus, en France, on est très protecteur de la liberté d'expression, et qu'il faudra prouver énormément de choses. Et pas seulement le fait qu'elle se trompe ou qu'elle dit faux. Mais on ne peut pas impunément déverser les égouts publics sur une femme. Elle a totalement raison d'attaquer. Sauf que je pense que même si le jugement aux États-Unis, avec les preuves scientifiques, etc., confirme qu'elle est bien une femme, vous aurez toujours les mêmes qui n'y croiront pas en disant mais elle a dit sa vérité. Et je pense que c'est aussi un exemple pour tous ceux qui, plus anonymes, subissent des rumeurs terrifiantes. On a dans notre histoire, dans l'histoire de notre pays, souvenez-vous Dominique Baudis. Enfin, je veux dire, moi je trouve courageux qu'elle affronte ce démon-là. Oui. Alors, moi, je pense que c'est un combat pour la société qui permet de mettre le doigt dessus, parce que, comme je le disais, sans être un pénaliste, c'est toujours très compliqué de démontrer la diffamation. Après, sur le procès aux États-Unis, tout d'abord, il faut pouvoir avoir les moyens, parce que c'est $1 million que ça va se chiffrer. Aux États-Unis, les auditions se font, même en matière civile, se font à l'audience. Donc, vous voyez les bataillons d'avocats que vous avez pendant des heures et des jours parfois, et compte tenu de la personnalité de l'accusation, voilà. Donc elle a les moyens. Moi, je pense à tous ceux et celles qui sont victimes sur Internet de propos, de mots, d'accusations, avec des gens qui vont vous dire il n'y a pas de fumée sans feu. Et ce sont des situations dramatiques, parce que il y a des gens qui perdent leur job, il y a des gens qui en arrivent, on oublie le harcèlement des enfants à l'école, et on oublie des enfants qui en arrivent à se suicider. Et je trouve que, moi, j'en appelle à la conscience de ceux et celles qui, en plus, il y a un point, c'est qu'ils se drapent, puisqu'ils sont anti-élite, anti-machin, ils se drapent d'une sorte de vertu en disant qu'eux sont des gens très bien. Alors, puisque ce sont des gens très bien, eux, ils sont très bien, et les autres sont très mauvais, à commencer par l'élite, ça serait bien que ces gens très bien commencent à agir à visage découvert. Parce que, curieusement, la plupart d'entre eux, ils agissent souvent à visage complètement couvert. Donc, moi, je dis que des gens qui font la leçon, eh bien, devraient commencer par se comporter correctement. Enfin, sur le fond, ça montre bien qu'ils sont tellement pauvres en termes d'arguments, qu'ils sont incapables de dire on peut ne pas être d'accord avec Monsieur Macron, et là on va contester sa politique avec des éléments de fait, etc. Mais utiliser Brigitte Macron, une pseudo-transsexualité, etc., pour déstabiliser, en tout cas pour pouvoir contester Macron, je trouve que c'est quand même pas, ça n'est ni très courageux ni très gourlu en termes de démarche intellectuelle. Alexandra avait raison sur le fait qu'on utilise souvent la femme. Bien sûr. Les femmes. Bien sûr. Comme d'ailleurs avec une déshumanisation totale. C'est-à-dire que c'est un objet utilisé au service d'une stratégie pour atteindre. Vous parliez de Marie-Antoinette, mais il y avait plus proche de nous. Il y a eu Claude Pompidou aussi. Absolument. Claude Pompidou dans la scabreuse affaire Markovitch, qui n'a rien à envier à cette affaire. Il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout. Et c'est vrai que c'est assez important de rappeler que les femmes sont souvent il y a la fameuse formule pour disqualifier une femme qui occupe un poste à responsabilité. Oh, elle a bien dû coucher pour pouvoir avoir ce poste. Ça, c'est le truc. Donc, comme ça évite toute autre discussion. Et ça, c'est assez classique. Noémie ? Non, mais voilà, la question, c'est de savoir, plus largement dans le complotisme, est-ce que répondre, ça permet de véritablement rétablir la vérité ? Je le crois, oui. Vous savez, des fois, j'ai eu des discussions avec des gens qui vous disent que la Terre est plate. Vous avez beau leur donner tous les arguments de la Terre, ils vont vous expliquer que la Terre est plate. Je pense que Noémie a raison, c'est-à-dire que ça peut même alimenter le délire, mais pour faire tout en même temps, allez, je pense que la réponse, on doit répondre. Dans certaines situations, il faut répondre, parce que sinon on dit, si elle ne répond pas, c'est qu'elle a bien quelque chose à se reprocher. Mais dans la grande majorité des cas, je dis, il vaut mieux ne rien faire, parce que c'est alimenter la machine. En fait, il y a deux choses. Peut-être que sans doute ça lui fera du bien à elle de toute façon d'avoir rétabli sa vérité. Est-ce que ça changera l'opinion pour sa famille?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue global, est-ce que les gens, est-ce que les personnes qui pensent ça demain penseront l'inverse? Je pense que ça ne changera rien à leur opinion. Malheureusement, ce qui est important, je pense quand même, leur acte ne reste pas impuni, qu'on prouve que la puissance publique peut les sanctionner pour ces faits. Je vois beaucoup de commentaires d'auditeurs et d'auditrices en particulier qui sont choqués par la relation entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron, qui la traite de pédophile parce qu'elle sort avec un jeune homme. Elle est sortie avec un jeune homme, mais on n'était pas dans leur lit, personne n'y était. Ils sont mariés, ils sont ensemble depuis des années. Et à l'inverse, et je rejoindrai toujours cette discrimination des femmes, c'est que quand on a un homme très âgé qui sort avec une jeune femme, à quel moment on le traite de pédophile? Jamais. Et qui était dans le lit avec eux? Qui sait à quel moment la relation s'est nouée? Enfin, c'est d'une violence, je trouve, pour tous ces gens. Pour le couple Macron, ça ne vous regarde pas. Enfin, bon sang, il est président de la République. Même s'il était Monsieur Tout le Monde, avoir une différence d'âge, c'est surtout très violent pour elle. Mais de qui on est pour juger d'une relation? Et posez-vous la question, quand vous avez un homme qui a 25 ans de plus qu'une femme, ça ne dérange personne. On doit marquer une toute petite pause, mais je vous attends et vous pouvez nous appeler 0826 300 300 si vous n'êtes pas d'accord, bien évidemment. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on se posait une question. La différence d'âge entre Melania Trump et Donald Trump, c'est exactement la même que celle entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Visiblement, ça choque moins. Ça choque moins comme réflexion. Donc voilà. Non. Catherine me dit, je vois que vous lisez du Mimi Marchand, Amine, Brigitte Macron. Alors, je crois qu'elles sont brouillées depuis très très longtemps. En fait, vous vous indignez quand vous voulez. Non, je trouve que de jeter la suspicion sur une femme comme ça, de répandre une rumeur telle que celle-là, je dis à cette auditrice, elle me dit pensez à vos enfants, mais pensez aux vôtres. Si vos enfants étaient victimes eux aussi d'une rumeur aussi abjecte que celle-là, pensez à Sheila, si vous voulez, dans un temps plus remonté. Enfin, qui n'a jamais réussi à se défaire de cette rumeur. Absolument. Et d'où ça part, pourquoi, dans quel sens, c'est d'une violence pour les individus incroyable. Non, mais on en parlait pendant la pause. Moi, je faisais référence, puisqu'on a parlé de Claude Pompidou tout à l'heure. Il y a aussi, pour ceux qui s'en souviennent, cette terrible affaire, c'était à la fin des années 60, début des années 70, parce que Georges Pompidou était président de la République, d'une enseignante qui s'appelait Gabrielle Russier, qui avait eu une aventure amoureuse avec un de ses jeunes élèves et qui en était allé jusqu'à se suicider. Et lorsque le président Pompidou avait été interrogé sur cette question lors d'une conférence de presse à l'Élysée, il avait eu une réponse qui était une réponse, je trouve, pleine d'humanité et de beauté, qui en fait en réalité est assez symptomatique d'une autre époque. Moi, je trouve malheureusement d'une époque un peu résolue, un peu révolue, où il y avait une certaine sagesse et où les politiques arrivaient à aller puiser dans les lettres et dans la poésie la réponse à certaines questions qui sont des questions insolubles sur lesquelles le commun des mortels n'a pas la réponse. Et il avait cité 4 vers de Paul Éluard qui sont sublimes pour essayer de trouver une réponse à ce que personne ne comprenait. Et les auditeurs ou les auditrices qui nous écoutent et qui aimeraient avoir une position extrêmement tranchée là-dessus et penser qu'il y a Brigitte Macron qui est atroce, ou que même dans la vie en règle générale il y a les gens tout blancs, les gens tout mal, le camp du bien et le camp du mal, peut-être leur dire que généralement, parfois, c'est un petit peu plus compliqué que ça, et que la littérature et la poésie peuvent les aider et peuvent tous nous aider pour essayer de comprendre parfois la laideur, la beauté et la complexité du monde. Lisez la très belle anthologie de la poésie française par Georges Pompidou. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien. Je voudrais qu'on parle un petit peu du budget quand même, parce que c'est moins poétique. C'est un petit peu moins poétique, mais c'est vrai que oui. Pardon, j'ai l'esprit d'escalier, mais pour répondre à Nadine, c'est ça votre auditrice? Non, je n'ai pas dit son nom. Pardon. On peut détester Emmanuel Macron. On est autorisé à détester Emmanuel Macron, la politique qu'il pratique, mais ça n'autorise pas tout. Voilà, je pense que c'est ça. Il faut vraiment faire une dichotomie entre ce qu'on perçoit du débat public, de ses opinions, et de l'acharnement sur une femme
qui est d'une injustice absolue. Alors, ce budget votera pas, censurera pas, une taxe Zuckman light. On est passé donc de 100 millions de taxation de patrimoine. Maintenant, on en est à 10 millions. À quand le premier million? Et puis, il faut traquer effectivement les plus fortunés. Donc, on a entendu les mots effectivement de taxer les héritages qui tombent comme ça, qui tombent du ciel. Et puis cette menace du PS permanente, on va censurer dans 2 jours, dans 3 jours, lundi prochain. Il y avait un tweet que j'essaye de retrouver, qui était plutôt juste sur ces menaces un peu ridicules au final du PS, qui menace, qui fasse quoi. C'est oui, mais c'est-à-dire que le Parti socialiste est en retard de 10 ans. Le Parti socialiste aujourd'hui ne représente plus rien en termes électoraux. Il n'a pas encore compris que les temps ont changé et qu'il n'était plus en mesure aujourd'hui d'imposer quoi que ce soit. Oui, c'est-à-dire qu'ils peuvent aujourd'hui maintenir ce gouvernement, maintenir peut-être faire passer ce budget, mais ça reste un parti qui aujourd'hui ne compte plus. Je rappelle qu'au cours des dernières élections, Anne Hidalgo, elle a fait 1,75%. C'est ça que ça pèse aujourd'hui le Parti socialiste. Donc c'est pas non plus un parti qui peut se permettre de ne pas tenir compte de ce que veulent les Français. Mais on leur permet de monopoliser le débat. Ouais, c'est un problème. C'est Carl Olive qui a tweeté: est-ce que le Parti socialiste peut arrêter de faire le faux cul première langue de ce pays? Vendredi, si on n'a pas de nouvelles, lundi on censure, dimanche, si on n'a pas de nouvelles en fin de semaine, on censure. Moi, je propose un truc au PS, censurer, on va aux élections et vous ne la ramènerez plus définitivement. Réponse ce matin de Boris Vallaud, assez minable, en disant c'est le député qui chante. Ridicule, mais je me dis effectivement qu'ils censurent, qu'ils arrêtent de menacer. Ça tiendra pas longtemps. Zuckman, quand même, il faut rappeler quand même que ce monsieur a défendu une ligne politique, mais qu'il a soutenu le programme économique du NFP. Donc, enfin, je veux dire, on parle de Zuckman. Oui, bon, c'est un économiste militant, domicilié aux États-Unis et qui vient nous donner des leçons de gestion. Bon. Oui, moi, je pense que c'est une façon de nous faire oublier la réalité de notre pays. Moi, ce que je constate, c'est que pendant qu'on s'amuse, nos investisseurs, nos hommes d'affaires attendent, parce que jusqu'à preuve du contraire, on parle de tout cela. Pour pouvoir payer les impôts, faut qu'il y ait des gens qui travaillent, faut qu'il y ait des entreprises qui fonctionnent. Je ne pourrais pas rappeler de nouveau, ou je le fais volontiers, que plus de 80% de nos entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Ce sont ces gens-là qui souffrent, et ce sont ces gens-là qui sont victimes de nos va-et-vient en ce moment, parce qu'on ne sait pas l'avenir fiscal de ce pays, et ça, ce sont les choses qui handicapent. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, continuez, on va tous dans le mur. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis, Mathieu Bachalon? Alors, vous avez vu que l'excellent constitutionnaliste Benjamin Morel a levé encore une fois un loup sur le fait que, selon lui, selon la Constitution, le président de la République ne pourrait plus dissoudre après le 15 novembre. Ouais, c'est ça. Parce que, et là je me permets de relire un peu ce qu'a dit Benjamin, n'étant pas moi-même constitutionnaliste, mais après la mi-novembre, la dissolution de l'Assemblée apparaît inimaginable. Le temps d'élire une nouvelle chambre et de la mettre en place, il serait donc impossible de déposer et de voter à temps les lois spéciales. Par ailleurs, la dissolution rendrait caduque le PLF et le PLFSS, donc le projet de loi finances et le projet de loi finances rectificative sur la sécurité sociale, s'ils sont à l'Assemblée nationale, rendant impossibles les ordonnances. Donc, il reste au président de la République. Ça veut dire quoi concrètement, si vous le dites Ça veut dire concrètement que si Emmanuel Macron veut dissoudre, il lui reste 15 jours. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ça veut dire aussi que s'ils veulent censurer le budget, il faut qu'ils le fassent tout de suite. Mais moi, je pense qu'Emmanuel Macron ne veut pas dissoudre. Non. Non, Emmanuel Macron ne veut pas dissoudre, mais il sera contraint de le faire s'il y a un vote de censure. Or, le PS n'a absolument pas intérêt. En fait, le président de la République refuse la voix du peuple. Il refuse la dissolution, il refuse de démissionner, alors même qu'il y a eu déjà les 2 dernières élections qui ont sanctionné sa politique. Les élections législatives, revers complet pour le président de la République. Élections européennes, revers complet pour le président de la République. C'est assez clair, en fait.
il y a un moment donné, il faut écouter la voix du peuple. On peut pas se cramponner comme ça au pouvoir si on n'en a pas la légitimité démocratique. Oui, et pour préciser ce qu'a dit Noémie, bien aidé par certains socialistes et certains LR qui ont tout fait pour ne surtout pas retourner devant les électeurs. Oui, et qui menacent aussi constamment de tout et de n'importe quoi. Il y a un moment donné, il va falloir arriver à bout de cette série qui n'en finit plus. Et pendant ce temps, vous avez des Français qui vivent la réalité insupportable d'un appauvrissement général, même ceux qui travaillent dur, alors même qu'on sait très bien que toute cette politique de dépenses, de déficit et de taxes que prône Monsieur Zuckman a mené le pays dans la passe dans laquelle on se trouve. Oui, mais c'est ce qu'on perçoit. Enfin, ça, rien n'a été adopté en commission, mais c'est quand même de la taxation qui va se répercuter sur tous les Français. C'est-à-dire, par exemple, qu'ils ont imaginé qu'on taxe les pensions alimentaires, que celui qui paye la pension alimentaire soit taxé, l'augmentation des taxations des mutuelles qui se répercutera sur les Français. Enfin, il y a aussi une allocation handicapée, je crois, qui est dans la ligne de mire. Donc ça fait 30 ans, vous voyez, depuis à l'époque Rocard, on pensait que notre modèle, ce qu'on appelle le modèle social français, on pensait qu'en taxant un tout petit peu plus, les choses seraient réglées. Avant de taxer, il faut peut-être qu'on pose le stylo. Bien sûr. C'est la proposition de certains. Débattons de ce que nous voulons, des choix de société clairs. Est-ce que vous voulez d'une société dans laquelle ça sera une médecine à deux vitesses, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de sujets. On vit plus longtemps, entre guillemets, en meilleure santé. Alors, chaque fois, pour éviter la réflexion, par exemple, sur l'âge de la retraite, on vous dit, il y a ceux qui la pénibilité. Mais pardonnez-moi, bien sûr qu'il y a de la pénibilité pour le type qui est sur un échafaudage à longueur de journée, en plein hiver, etc. Mais entre nous, la pénibilité d'aujourd'hui pour un conducteur de train n'a rien à voir avec la pénibilité des années 40. Il passe sa nuit en dehors de chez lui. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas de la pénibilité. C'est certain que c'est un mot, mais c'est vrai pour le chauffeur, le chauffeur routier, comme ça l'est pour d'autres. Donc, réfléchissons un petit peu à ce que nous voulons, et je crois qu'il faut absolument un débat là-dessus. Qu'on prenne le temps du débat et qu'on choisisse une orientation. Moi, je suis pour le débat sur ce sujet, et qu'enfin on puisse parler vrai, parce que on vous annonce la pénibilité des gens qui ont été au chômage pour dire on ne touche à rien, sauf que les chiffres sont quand même là. On se retrouve dans un instant. On va parler du petit Grégory et de la mise en examen de sa grande tante, et puis de la cote de popularité d'Emmanuel Macron, entre autres sujets. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, les débats jusqu'à 11h30. On est ensemble avec Alexandra Spinner, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Noémie Alioua, journaliste, essayiste. Votre dernier livre, La terreur jusque sous nos draps, est paru chez Plomb. Vous en préparez un nouveau ou pas? J'en prépare un nouveau. Bon, sur un autre sujet, j'imagine. Mathieu Batchialone, communicant et président de M2B Conseil, et Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique. Vos coups de cœur et vos coups de gueule. Et vous, Noémie, c'était un coup de cœur? Oui, écoutez, c'est une affaire qui passionne la France depuis 41 ans. Et j'avoue qu'il me passionne aussi. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, il y a un documentaire en 8 épisodes sur Netflix qui retrace absolument toute l'affaire, qui est exceptionnel. Et qui retrace aussi vraiment une part de la France d'hier, et on comprend pourquoi cette affaire est incroyable. Parce qu'en fait, 41 ans après, il y a encore des mystères. 41 ans après, il y a encore beaucoup de mystères. Et donc, bien sûr, on suit chaque rebondissement qui permettrait de les désépaissir un petit peu. Là, le dernier rebondissement, c'est Jacqueline Jacob qui a été mise en examen. C'est la grande tante de l'enfant qui a été mise en examen pour association de malfaiteurs criminels. Il y a plusieurs éléments tangibles qui laissent entendre que ce serait l'un des corbeaux, même si elle l'a toujours nié. Mais il y a des choses qui montrent que elle pourrait
pourrait être la personne qui a revendiqué l'assassinat du petit Grégory. Il y a des analyses stylométriques, des lettres anonymes, sa voix qui aurait été reconnue dans les enregistrements du Corbeau. La vérité pourrait donc surgir des décennies après l'affaire, et ça, on le doit effectivement aussi aux enquêteurs. Alors pas aux enquêteurs d'hier, parce que vous le savez, pendant des décennies, l'enquête a été très mal menée, mais aujourd'hui, justement, avec le développement des techniques scientifiques, les spécialistes de la police scientifique et judiciaire peuvent avancer davantage, et donc cette mise en examen, c'est encore un nouvel élément, un nouveau chapitre. C'est peut-être un nouveau chapitre qui permettra d'éclairer la vérité sur la mort du petit Grégory, parce qu'il y a encore beaucoup de mystères. Alors il y a les avocats qui battent en brèche toutes ces nouvelles analyses, Alexandra Spinner. Oui, moi j'ai aussi la passion, Noémie, de l'affaire Grégory, et effectivement ce documentaire est dingue, parce que ça donne un aperçu aussi de la France, cette France dont on a un peu la nostalgie aussi. Mais je trouve que cette affaire Grégory, elle est un concentré au fond de tous les mots français, de tous les mots de la société française qu'on dénonce ici depuis une heure. La famille Villemain qui recevait des appels anonymes et des lettres anonymes, et puis aussi la réussite du père du petit Grégory qui réussissait, qui vivait dans une jolie maison, parce qu'on est toujours le riche de quelqu'un, et il y avait cette jalousie de la réussite. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est intéressant, parce que c'est une vraie vision de ce qu'est la société française. La jalousie, c'est vrai, jalousies. Vous avez tout à fait raison. Mathieu ? Oui, c'est des affaires qui sont fascinantes. Là, au moins, il y a quelques éléments. Il y a une autre affaire qui est très fascinante. Je pense à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, qui est une affaire qui passionne les Français. Et c'est vrai que là, Noémie a raison, il y a des rebondissements. Donc, moi, je suis assez marqué par cette affaire, parce qu'il se trouve que je suis né exactement la même année que cette affaire. Donc, j'ai le même âge et de me dire que tous ces protagonistes et cette horrible affaire a eu lieu au moment où je suis né, que aujourd'hui, on continue toujours, il y a toujours une actualité, et pas qu'une actualité mémorielle, une actualité judiciaire. C'est fascinant. Et puisqu'on parlait des enquêteurs, oui, ça en dit long sur la capacité et l'abnégation des enquêteurs dans cette recherche de la vérité, qui continue même 41 ans après. Pas sur les avocats aussi, qui sont... l'avocate historique. Oui, mais je ne sais pas si les avocats du départ sont encore là, parce que... Si, il y a une des avocates historiques écoutez, de Christine Villemain. Chapeau, parce que c'est vrai que un dossier qui traîne depuis 40 ans, c'est souvent professionnellement, psychologiquement difficile. Mais plus précisément, moi je me dis que au fond, à quel point la haine peut alimenter des comportements, parce que finalement, au sein de cette famille, il y a bien quelqu'un de la famille proche ou élargie qui a tué, et c'est quasiment un crime presque parfait, puisque 40 ans après, on n'a toujours pas trouvé l'auteur. Ce qui veut dire que il y a à la fois, ça a dû se passer vraisemblablement dans l'entourage familial le plus proche, vraisemblablement, parce que je ne connais pas le dossier, mais que de surcroît, il y a une omerta la plus totale. Et puis quand on voit tout ce qui s'est passé autour de cette affaire, il y a des magistrats qui sont décédés, il y a des gens qui ont été tués, souvenons-nous, puisque Bernard Laroche a été tué, a été pour le coup assassiné par le père du petit Grégory. Le père du petit Grégory, qui est parti en prison. Bref, il y a tout cela, c'est un concentré, je comprends, je partage complètement ce qui a été dit par Alexandra. Il y a un concentré de haine, de ressentiment, parce que vraisemblablement le papa de Grégory était, je crois, sous contremaître à l'usine la plus toujours et donc parce que cette haine du riche, de celui qui avait réussi, et c'était insupportable pour l'entourage. Je crois que l'une des protagonistes est déléguée cégétiste. Enfin, c'est ça. Et juste pour prolonger ce que vous disiez, Alexandra, c'est très juste à quel point cette affaire symptomatise beaucoup de mal français. Et vous parliez de la jalousie, mais pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure autour de Brigitte Macron, il y a aussi la rumeur, parce que la mère de Grégory Villemain, elle a été
pendant longtemps, alors même qu'il n'y avait aucun élément vraiment qui permettait d'accréditer la thèse qu'elle en était responsable. Mais quand vous regardez le documentaire Netflix, il y a des interviews des anciens gendarmes de l'époque qui vous disent oui, mais c'était une femme qui à l'époque, lorsque son enfant est mort, elle était encore jolie, elle portait un décolleté quand on est venu la voir, et donc elle était un peu trop jolie pour être complètement innocente. Vraiment, les témoignages sont incroyables. Et à partir de ça, ils se sont montés l'idée que la mère pouvait être responsable, et ça a bloqué aussi l'affaire pendant longtemps. Ça a bloqué aussi les enquêteurs sur une piste qui n'était pas la bonne. Avec le rôle très, très malsain des journalistes, de certains journalistes. Mais bien sûr, parce que vous imaginez un infanticide de la part de la mère qui se met à pleurer tout le temps. Mais là, moi, ce qui me fascine, c'est ceux qui arrivent à garder le secret, effectivement, pendant 40 ans, ou ceux qui ne parlent pas. Moi, je pensais aussi à Cédric Jubilard, qui n'a rien dit pendant son procès. Je suis... alors, peut-être qu'il a été condamné, il n'y a pas d'appel a priori. S'il y a un appel, il y a un appel. Mais c'est vrai que s'il est... Alors, il est évidemment présumé innocent, mais s'il est coupable, comment on arrive à garder le silence pendant tout un procès? Il n'y a pas Valérie, de... une question humaine. Pour le coup, c'est une personne identifiée qui est supposée, ou en tout cas présumée avoir commis l'acte. Mais là, on se dit dans cette famille, moi, ce qui m'effraie dans cette famille Villemain, autant de protagonistes, et parce que l'affaire a rebondi à X fois avec, je crois qu'il y avait la petite cousine qui savait des choses, qui a été entendue, puis relâchée, etc. Je me dis, il y a eu des choses, vous voyez, ce sont ces secrets de famille qu'on connaît d'ailleurs partout. Mais l'enquête peut continuer 40 ans après. Enfin, le procès n'est pas clos parce qu'il y a des éléments qui sont relancés à chaque fois. Grâce aux avancées techniques, grâce aux avancées scientifiques qui permettent d'analyser beaucoup mieux les éléments qu'on avait auparavant. Il y a aussi le deuil impossible. C'était terrible. Terrible. Alors, technologie, avec vous, Jean-Claude, c'est un coup de cœur qui va nous emmener très loin de cette actualité anxiogène. Oui, parce que de temps en temps, il faut essayer de souffler. Tout ne va pas mal, puisque j'ai eu la chance d'assister au départ de la 17e édition de la Transat Café d'Or qui s'est lancée hier dimanche depuis Le Havre avec 148 skippers. C'est la route du café parce que c'est une route traditionnelle maritime. C'était la Jacques Vabre. La Jacques Vabre, oui, je rappelle absolument la Jacques Vabre, avec 3 tracés différents. Et en fait, au-delà de cette superbe course, et moi j'ai eu plaisir à aller au large et voir partir ces bateaux extrêmement modernes qui vont très vite, mais en même temps, ça n'est pas qu'une course. C'est vrai que c'est l'occasion, puisqu'on parle beaucoup de la France qui éclate, mais sur le trajet Le Havre au Fort-de-France, c'est l'occasion de reparler de la puissance maritime française, de ce que nous avons de précieux. Nous sommes la seconde puissance maritime. C'est l'occasion de mettre un coup de lumière sur la destination Martinique. Et puis c'est aussi l'occasion de dire que c'est une course qui promeut beaucoup tout ce qui est développement des nouvelles technologies dans le domaine du changement climatique, qui promeut la défense de l'environnement. Il y a de vraies valeurs derrière cette course, et donc c'était mon coup de cœur, et je voulais saluer cette traversée et l'engagement pour le coup de la ville du Havre et de la région de la Martinique. Eh bien, c'est un très beau coup de cœur. On va se retrouver dans un instant. Moi, je vais vous parler d'Astérix. Vous savez, le dernier Astérix qui est sorti en Lusitanie. J'ai un petit coup de cœur. Allez-y. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et oui, le nouvel Astérix est paru, Astérix et Obélix en Lusitanie, donc au Portugal. Alors ce matin, j'ai découvert cette information. Figurez-vous que l'intelligence artificielle ne peut pas traduire Astérix et Obélix parce qu'il y a des jeux de mots beaucoup trop subtils et qui sont intraduisibles par l'intelligence artificielle. Donc je me suis dit que c'était quand même... le dernier bastion de résistance. Voilà, c'est ça. Il y a et c'est ce qu'avait dit d'ailleurs Uderzo. C'est un
alors c'est nos confrères de France Culture qui publient cet article qui explique qu'un des traducteurs avait rencontré Uderzo et qui lui avait dit il ne faut pas traduire, il faut adapter. C'est le cas de 20% des blagues. Il faut réinventer des blagues parce que il y a des choses qui sont absolument intraduisibles. Donc, et le traducteur dit que pour Astérix, il met parfois 3 mois pour le traduire en travaillant presque non-stop parce que c'est un boulot de dingue. Oui, en fait, on confond souvent la traduction, c'est pas la réécriture dans ces cas-là. Il faut faire de la réécriture parce que il y a des blagues en français qui n'auraient pas de sens en anglais si on les traduisait en mot à mot. Et oui, ça suppose d'avoir une connaissance fine de la culture dans laquelle on traduit. C'est la raison pour laquelle, en général, le traducteur est quelqu'un dont la culture, au-delà de la langue, la culture est celle du pays d'accueil qui va recevoir le document. Oui, donc c'est plutôt, je trouve, une bonne nouvelle qu'il y ait des domaines. Alors c'est un petit peu ce qu'expliquaient ce matin les invités de Jean-François Achili, mais c'est qu'il y a des domaines qui vont quand même résister, en tout cas pour l'instant, à l'intelligence artificielle. Oui, mais on dit toujours que traduire, c'est trahir, parce que par définition, vous devez réinventer quelque chose. La traduction, par définition, c'est un travail de réinterprétation. Alors l'idée, c'est quand même de rester le plus proche de ce qui a été fait au départ. Je pense à des grands traducteurs. Vous savez, André Markovitch, c'est le grand traducteur de Dostoïevski. Je veux dire, être traducteur, c'est un métier aussi qui demande effectivement des capacités très particulières de réinterprétation, d'adaptation, et en même temps d'essayer d'être le plus proche possible de ce qu'a voulu dire l'auteur. C'est un travail qui est compliqué. Et c'est vrai que vous avez raison de préciser qu'au fond, ça montre qu'il y a des choses qui vont échapper à l'intelligence artificielle, même si le gros de la traduction sera possible, il restera toujours des niches dans lesquelles il faudra une forme d'intelligence humaine. Ben oui, parce que par exemple, il explique que quand on parle de Johnny Hallyday, en Allemagne, ça veut rien dire. Effectivement, éloge de la traduction et éloge de l'humour. L'humour, quand il est de qualité, est alors je ne l'ai pas encore. Une pierre subtile et suprême de l'esprit humain qui permet et qui justement l'humour triomphe de la machine. Ouais. Moi je l'ai pas lu, mais vous l'avez lu, Alexandra. Je l'ai dévoré. Enfin, je suis vraiment une amoureuse. Fab Caro qui est formidable, magnifique auteur. Lisez-le, c'est juste. Parce que moi j'ai toujours un petit peu de mal avec les suites. Non, mais vraiment celui-là est exceptionnel. Je vous le conseille. C'est un petit bijou. On le lira. Et ça permet, comme le disait Jean-Claude à l'instant, de faire un petit pas de côté. Dans cette actualité un peu déprimante. Voilà, c'est vraiment un petit bijou, c'est magnifique. Javier Milei qui a été qui a gagné les élections, qui remporte les élections législatives, et effectivement beaucoup s'amusent à regarder ce qui avait été dit par un certain nombre de mes confrères. Moi, j'avais pas d'avis sur la question, qui disaient que il était en difficulté. Alors bon, c'est 40%. Des voix, ce n'est pas plus de 50, mais néanmoins, il a remporté ses élections. Donc, c'est une victoire. C'est peut-être juste un signal aussi pour sortir un peu du prêt-à-penser idéologique et de cette espèce d'entre-soi qui fait que finalement on ne voit plus ce qui se passe dans nos sociétés, on n'arrive plus à en prendre la température. Là, on voit bien que tous les grands experts ont été contredits et que... C'est l'idéologie, bien sûr, et c'était pareil pour Trump d'ailleurs. Absolument. Jusqu'au dernier instant, beaucoup disaient qu'il n'y arriverait jamais, que ça ne pourrait pas fonctionner parce que c'est un grand méchant. Et là, pour Javier Milei, ça a été pareil. Il y a des journalistes dans notre corporation qui prennent leurs rêves pour des réalités. C'est-à-dire qu'ils veulent tellement pas que Trump ou Milei y arrivent que finalement, jusqu'au dernier instant, ils vont considérer que ce n'est pas possible. Et donc, ils vont regarder tous les éléments qui vont dans le sens de leur interprétation des faits. Or, comme pour Trump, comme pour Milei, on voit que ce n'est pas leur projection n'a pas fonctionné. Effectivement, ils sont élus. C'est-à-dire que le peuple veut autre chose que cette doxa qui est portée par certains journalistes. Oui. Vous avez suivi cette élection ou pas, Jean-Claude Beaujour ? Oui, un peu, parce que en plus j'ai eu la chance de voir en avant-première un documentaire qui a été réalisé et qui a été publié. Je pense que je suis pas économiste, on peut ou pas contester telle ou telle politique, telle ou telle mesure. Moi, je crois que à la base, il y a un refus d'un certain nombre d'entendre que nos populations, nos concitoyens
demandent des solutions à un certain nombre de situations qui leur sont inacceptables. Par exemple, en Argentine, il y avait la question de l'inflation qui ruinait le quotidien des Argentins. Et donc Milei a dit, je vais y aller, et il a plus ou moins, il a fait chuter l'inflation de façon considérable. Donc, je pense qu'il y a ça. Vous ne pouvez pas simplement dire aux gens, je ne suis pas d'accord avec mes concurrents, je n'y arrive pas, mais revotez pour moi. Je crois que ça, on ne peut pas continuer. Et c'est ce que la gauche argentine a fait. Milei a été élu. On voit bien que le Parlement lui a, la population ses concitoyens lui ont renouvelé sa confiance. Dont acte, moi, vous savez, je suis démocrate et je dis qu'on ne peut pas choisir. On ne choisit pas une politique en fonction de ce qu'on veut. On choisit, on prend acte de ce que veut le peuple. Oui, Mathieu Bachelon. Alors, il y a effectivement la vague populiste globale, et Milei fait partie de ce... On le voit, Noémie le disait très justement, avec l'élection de Trump, on voit ça également en Europe, et il y a certaines fois une réponse en face qui est... Je suis pas du tout, pour le coup... J'en douterai sur la ligne de Milei et ce qu'il représente, mais comme Trump aussi, est loin d'être ma tasse de thé. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être une sorte de paresse intellectuelle en face. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est ça, à n'avoir aucune offre et ne pas bosser. On le voit aujourd'hui en France avec certaines formations politiques, la gauche en premier, qui vient de cette famille-là, c'est atterré sur le peu d'offres et le peu de travail intellectuel qui est fait. Et donc, au lieu d'apporter une offre concrète et d'aller essayer de débattre et d'apporter d'autres solutions, on va dire uniquement que c'est le diable et qu'il le faut, et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné pour Trump, ça ne fonctionne pas pour Milei, ça ne fonctionne plus pour le Rassemblement national sur la diabolisation. Ça a même un effet contraire. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression que... Bien sûr. Après, sur la façon dont Milei, ça c'est un autre sujet, mais sur la politique qu'il a menée et qu'il va mener, elle n'est pas non plus idyllique. Bien sûr que non. Et je pense que les Argentins vont peut-être se réveiller un jour avec la gueule de bois, étant donné les coûts budgétaires et même la personnalité de M. Milei qui peut interroger. Mais moi, ce qui m'attriste, c'est l'incapacité de ses opposants. C'est bien ce que je dis. Comme disait Jean-Claude, l'incapacité de ses opposants à offrir une autre offre politique et ne pas dire, comme vous le disiez très justement, on n'a rien à proposer, mais il faut que vous votiez pour, que vous votiez pour nous. Bien sûr, parce que Mathieu, vous avez raison. Au moins, il propose quelque chose, Milei, et il le propose pas simplement avec des idées. Il agit, il se représente en rockstar, vous savez, sa fameuse tronçonneuse. Après, on va détruire, on va couper les coupes de l'État, etc. Pour tempérer un peu ce que vous dites, c'est certaines fois plus facile de faire une offre politique. Quand on est dans l'opposition. Oui, de faire une offre politique. Il est réélu. C'est un peu plus facile de faire une offre politique un petit peu disruptive et qui fait le buzz ou lorsqu'on a des propositions assez populistes. Plus que lorsqu'on essaye d'avoir des propositions qui sont réalisables. Sa proposition, il la met sur la table, c'est l'ultralibéralisme. Voilà, c'est l'ultralibéralisme. On va couper à tous les moyens. L'État, partout, on peut le couper. C'est d'ailleurs celui qui propose un petit peu ça en France. Il y a soit un peu Reconquête, mais bon, c'est surtout David Lisnard. C'est vraiment, plutôt que de taxer plus, on va couper dans le budget de l'État au maximum. C'est un choix politique qui était fait. Quelque part, Milei, c'est sa philosophie, le libertarianisme, etc. Ouais. Il a mis ça sur la table, il a dit, moi je suis ça, est-ce que vous en voulez ? Les Argentins ont dit, nous on veut, et ils ont essayé, mais manifestement ça a fonctionné, puisqu'il a été réélu. C'est une philosophie politique qui défend. Moi je n'achète pas tout Milei, mais en revanche, force est de constater quand même qu'il a des résultats. Oui. Il a des vrais résultats, regardez. Mais comme Meloni en Italie. Hein. Oui, absolument. Mais regardez. Nous sommes d'accord. Mais enfin, vive la liberté. Alexandra Spinner, voilà. Mais typiquement sur un sujet très précis. Il a abrogé le contrôle des loyers en Argentine. Tout le monde était effrayé et on criait au scandale. Résultat, l'offre d'appartements à la location a doublé avec des loyers qui ont baissé jusqu'à 30%. Donc, il propose des vraies solutions concrètes pour le quotidien des Argentins.
Voilà, donc moi je trouve que qu'on soit au pouvoir ou pas, proposer un projet, c'est quand même plutôt une bonne option. Et puis c'est toujours la même chose, vous savez, on se plaint, mais je redis, à force de ne pas voir les problèmes, ne pas les entendre et de dire il est circulé, il n'y a rien à voir, et bien effectivement, le passage à la tronçonneuse avec le millet, c'est vrai que c'est caricatural, c'est vrai que j'achète pas cela, mais ça oblige au fond, et toutes nos sociétés, c'est vrai en Argentine, c'est vrai aux États-Unis, et ça le devient en France, c'est qu'en réalité, ceux et celles qui sont aux responsabilités à un moment donné, comme ils ou elles ont tendance à ne pas vouloir ou refuser de voir les problèmes tels qu'ils se présentent, eh bien, on s'aperçoit que le discours est plus radical des deux côtés. Oui, ça, vous êtes une alternative quand vous avez un discours radical avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer à l'arrivée. Voilà, on va terminer là-dessus. Je lis les titres des journaux, c'est amusant. Le Monde, législative en Argentine, Javier Milei remporte une victoire surprise aux élections. Et pareil, Le Point, le triomphe de Javier Milei, c'est un peu différent, mais il y a... C'est inquiétant que ce soit une surprise. Triomphe, surprise, voilà. Oui, c'est un peu inquiétant. Avec quelqu'un qui va tripler sa base parlementaire. Hein. C'est un vrai succès. Hein. Et on n'a pas eu le temps de parler du niveau d'impopularité d'Emmanuel Macron. 16% de Français satisfaits ou très satisfaits du président de la République. Il y a un moment où ça va peut-être commencer à poser problème aussi. Il ne va cesser de chuter. Il ne va cesser de chuter, il ne va jamais remonter, il n'aura pas d'autre choix à un moment donné que de démissionner. S'il reste au pouvoir, ça va être la suite. Ce sera un autre débat. Dans un instant, on va parler nutrition avec le docteur Jean-Michel Cohen, son site Savoir Maigrir, plus de 400 000 abonnés, et un nouveau livre qui va vous aider à mieux consommer. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.